cette table ronde s'intitule « L'impact des politiques monétaires des banques centrales sur la gestion obligataire ». Quelles opportunités, quels risques aussi, on va le voir ensemble puisqu'on a un panel de spécialistes à qui je vais demander de se présenter très brièvement. Je te donne la parole. On a des micros ici aussi, hein, mais je passe. Non. Ok. C'est pour la vidéo. All right. Très bien. Bah, écoutez, je me présente brièvement, donc Gonzague Hachette. Je suis investment spécialiste chez AXA IM, donc une maison que vous connaissez tous très certainement. On a environ 500 milliards d'actifs sous gestion en obligataire, une forte expertise sur le crédit avec un peu plus de 200 milliards d'actifs de gestion sur le crédit. En tant qu'investment spécialiste sur les stratégies obligataires crédit, aujourd'hui on a une stratégie en particulier, un fonds que l'on aimerait mettre en avant et dont on parlera un peu plus tard, qui est notre fonds Eurocrédit Total Return. Un fonds qui a délivré de très bonnes performances depuis son lancement il y a 10 ans, qui a collecté 1,8 milliard l'année dernière, en 2024, et qui a dépassé les 3 milliards d'actifs sous gestion il y a quelques jours, fin janvier. Merci. Paul, peut-être. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Paul. Je suis gérant de dette financière à la base, mais ça fait très longtemps déjà. Et maintenant je gère encore, mais je suis aussi le patron, le co-responsable du département Fixed Income de la française CMAM. Et je suis en charge de la partie quantitative également, donc on gère des fonds quantitatifs. Et j'ai une petite équipe d'ingénieurs qui fait de l'IA et je trouve ça super. Voilà. Et puis je suis aussi en charge de développer une activité ETF, donc je monte une activité ETF, donc si ça vous intéresse, je peux vous en parler. Voilà. Bonjour, donc Xavier Nicolas, moi je vais être le senior ici, plus de 35 ans sur les marchés de taux, j'ai commencé en 89. Je suis arrivé chez Quero il y a 4 ans. J'étais avant chez Aviva, j'étais en charge des investissements, responsable des investissements chez Aviva où je gérais le contrat affaires, que vous connaissez peut-être, pendant plus de 10 ans. Et aujourd'hui, j'ai décidé de rejoindre Quero pour développer le pôle Fixed Income. Quero, c'est une société indépendante qui gère à peu près 3 milliards, connue surtout sur l'infrastructure, le small et mid cap, et qui n'avait pas d'expertise sur les taux. On gère sur les taux 300 millions, dont un fonds qui est dédié à Aviva pour 200 millions, et puis un fonds qu'on vous présente aujourd'hui qui s'appelle Bond Investment Opportunities, un fonds bio, et dont je vous parlerai plus tout à l'heure. Donc c'est un fonds au label ISR et article 8, mais qui fait tout l'éventail des produits de taux et contrairement à mon voisin, je viens plutôt faire de la gestion 1.0, montrer qu'on peut s'en structurer sans prendre d'effet de levier, sans même d'aller trop loin dans certains produits, dégager. Il y a toujours une opportunité qui se présente dans les marchés. Donc toujours une duration positive et toujours c'est un fonds qui est investment grade, qui ne peut pas être en dessous de BBB-, limité à 40% de high yield à l'intérieur. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors Jean-Marc Frolet, gérant chez DNCA. Alors DNCA, pour vous donner un peu les chiffres, ça fait partie de la Galaxy Natixis et on n'est pas loin de 40 milliards d'actifs sous gestion. Donc c'est une boutique qui a très bien grossi et notamment avec le vaisseau amiral Alpha Bonds qui est pas loin des 15 milliards. Alors nous, pour notre part, on gère un fonds crédit conviction qui est un fonds total return, donc qui a la volonté de maximiser la performance en évitant les drawdowns. La stratégie a bien marché ces derniers temps. On a collecté plus de 800 millions depuis qu'on a repris cette stratégie-là. Et donc, on veut continuer l'aventure et à faire grossir le fonds et à continuer à performer. Merci Jean-Marc. Je vais récupérer le micro parce que l'autre ne fonctionne visiblement pas. Donc, après 2 très belles années sur les fonds datés, nous, aujourd'hui, on recherche en tant que CGP des solutions pour nos clients pour continuer à faire de la performance, sachant qu'on leur a dit, nous on est sur un fonds daté, voilà, le rendement embarqué est tant. Et à aujourd'hui, force est de constater qu'en 1 an et demi, 2 ans, ils ont fait plus que ce qu'on leur avait annoncé. Donc on recherche des solutions alternatives. Et pour vous, j'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez des perspectives actuelles des marchés obligataires.
Mais je vais poser dans la foulée la deuxième question que je souhaitais vous poser, avec des spreads finalement maintenant très resserrés, avec des politiques des banques centrales, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, largement divergentes. Quels seront pour vous en 2025 les principaux moteurs de performance sur le segment obligataire, enfin sur les segments ou les secteurs obligataires? Est-ce qu'il y a des secteurs, des segments? Est-ce que le rendement ou la duration reste encore des vrais moteurs de performance? On a l'impression beaucoup moins, mais vous saurez mieux y répondre que moi, je pense. Voilà. Je vais commencer et je vais sans doute avoir une casquette un peu biaisée puisque dans mon équipe, on gère essentiellement des fonds crédits, mais on a également des vues sur les taux. Je pense que je vais répondre à cette question en 3 points. Je pense que sur le crédit, premier constat, tu l'as mentionné, c'est que les spreads sont resserrés. Donc on a cette vision que ce marché du crédit, c'est plus un marché de spread, mais un marché de yield, de rendement. Donc le carry, c'est encore quelque chose qui reste attractif aujourd'hui, surtout lorsqu'on regarde les rendements sur les 10 dernières années, on reste bien au-delà des moyennes historiques. Donc le crédit, ça va être, et le carry en particulier, ce sera un premier moteur de performance pour l'année 2025. Après, on a nos vues sectorielles lorsqu'on rentre vraiment dans la granularité, mais je vais essayer de rester assez généraliste pour cette première question. Le deuxième point sur la duration, qui est également un moteur pour nous de performance très significatif, environ 30% de notre performance l'année dernière, 50% il y a 2 ans, donc c'est un moteur significatif. Et on a certes, on a une divergence des banques centrales sur les politiques monétaires, on a beaucoup de volatilité comme on a observé en janvier, et nous, notre vision, c'est que cette volatilité que l'on observe sur les taux, c'est une source de performance. Ça représente des points d'entrée et de sortie et on gère la duration de manière très tactique et dynamique dans nos fonds et dans ce fonds-là en particulier, Eurocredit Total Return. Donc c'est un deuxième moteur de performance que l'on continuera à mettre en avant dans nos fonds. Et le troisième point, je dirais, c'est cette gestion effectivement un petit peu dynamique entre la partie investment grade et high yield. Donc ça rejoint un petit peu cette notion de carry. On observe du carry dans les portefeuilles, mais on a également besoin d'être très sélectif et donc de faire ce travail de sélection avec nos équipes de recherche et d'être capable d'aller trouver effectivement du rendement, même si les primes de risque se sont resserrées. On va effectivement s'appuyer sur la recherche fondamentale des analystes crédits pour nous aider à identifier les meilleurs secteurs ou dans la structure du capital les meilleures structures qui délivrent effectivement plus de rendement et qui seront à même de résister à cet environnement un peu chahuté de volatilité sur les taux et même également sur le crédit aussi, on va observer des entreprises, des secteurs qui sont en difficulté. Gonzague, je vais demander à Paul de s'exprimer ensuite, mais aujourd'hui, vous semblez dire tous que vous favorisez plutôt l'IG, enfin l'investment grade, plutôt que le high yield. Tout à l'heure, Jean-Pierre Petit, qui était là, nous disait qu'il y avait encore de bonnes affaires à faire sur le high yield, visiblement. Je pense que oui, on est, dans nos portefeuilles, on est légèrement défensif. Et à la fois, on ne peut pas ignorer ce segment où il y a du rendement et du carry à prendre. C'est-à-dire défensif, on a environ 27% de high yield dans nos portefeuilles, là où la moyenne historique est 30%, donc c'est en dessous de notre moyenne historique. C'est difficile d'ignorer un segment où le carry est très important, mais en même temps, on est capable effectivement d'apprécier le risque qui est inhérent à ce segment et qui serait capable d'être le plus chahuté en cas de volatilité sur les marchés. Donc après, la capacité à réagir rapidement avec d'autres stratégies de produits dérivés, par exemple, pour apporter de la protection, ça aussi, c'est un deuxième élément qui nous permettrait d'intervenir rapidement. Donc on est légèrement défensif, mais c'est difficile d'ignorer un segment où le carry est si important. L'année dernière, en 2024, ça a été un des moteurs, des convictions très importantes d'être investi finalement dans la partie dette subordonnée, corporate hybride, et ça a beaucoup bénéficié dans le portefeuille. Donc mais en même temps, on apprécie, on réalise que les risques sont présents
Donc il faut gérer justement ces risques en étant peut-être un peu plus sélectif ou en apportant de la protection à travers des stratégies de produits dérivés. D'accord, sur les produits dérivés. Paul, justement, puisqu'on parle de crédit, et toi, tu es très spécialisé, me semble-t-il, sur la dette financière, dette subordonnée, je vais te donner la parole. Hein. Si. Alors, bon, déjà, notre scénario macro, je dirais en particulier sur la zone euro, alors peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, mais ces niveaux de taux sont insoutenables avec une croissance potentielle qui est entre 0 et 0,5. Quand vous regardez les projections d'inflation, que ce soit du 5 ans dans 5 ans ou les break-even, on est à peu près à 2%. Je pense que le marché se trompe. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'inflation en zone euro. Structurellement, une économie avec une démographie aussi vieillissante, avec des entreprises qui n'investissent pas, parce que les entreprises n'investissent pas, avec ces montants de dette, on doit avoir des taux réels qui sont proches de zéro, voire négatifs. Et de toute façon, l'inflation, aujourd'hui, elle est certainement pas endogène. Quand on regarde les stats, les dernières stats d'inflation, moi je parle beaucoup à mon desk de stratégie. Ils sont encore à me dire, oh là là, l'inflation dans les services est très élevée. Bon, l'inflation dans les services, c'est des salaires. Et quand vous regardez les wage trackers de la BCE, ils sont en train de s'effondrer. Les taux de chômage vont remonter en Europe, ce qui est à peu près normal. On a vécu post-Covid avec une période où l'argent était à foison, donc on a creusé les déficits. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de rigueur budgétaire, en particulier dans certains pays qu'on connaît bien. Et donc tout ça va faire que l'inflation va converger plutôt vers le bas. Et donc une inflation qui converge vers le bas, avec des taux notamment sur l'OAT à 3,20, ça s'achète tous les jours de toute façon, parce que si ça reste à 3,20, je pense qu'on aura un sérieux problème de dette. Et donc on est d'une certaine manière, en particulier en France, entre l'insolvabilité ou alors la nécessité d'avoir des taux beaucoup plus bas. Donc je dirais sur notre scénario de base, si je dis ça, je dis qu'il faut être long en duration. Alors il y a un peu de volatilité, c'est embêtant quand tu as des VL tous les jours à valider et que tes clients te demandent. Globalement, si on se projette un peu plus loin, je pense qu'il faut acheter des taux euros en particulier. Et moi je pense que des taux US à 4,60, il faut aussi les acheter. Il y a un peu de vol. On a eu 4,80 en janvier. Donc il y a un peu de vol, c'est un peu pénible encore une fois, mais il faut acheter. Ils ont des taux réels très élevés. Ils ont une trajectoire macro qui est un peu exceptionnelle, il faut le dire. Moi, j'anticipe plutôt quand même sur la deuxième partie de l'année une économie US qui ralentit. Je pense que l'histoire des tarifs, s'il y a bien une chose qu'on doit apprendre de la politique américaine, c'est qu'elle c'est des gens pragmatiques. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas déstabiliser leur économie, notamment en raison de l'inflation, pour des raisons idéologiques. Et donc, d'une certaine manière, moi, je pense que l'histoire des tarifs, on en parle beaucoup aujourd'hui, ça crée de la vol. Dans 6 mois, on en parlera un peu moins. En tout cas, ils vont mettre en œuvre des tarifs sur des zones ou des produits qui ne leur font pas trop mal au niveau de l'inflation. Voilà. Il y a les mi-termes bientôt. Monsieur Trump, la préoccupation des Américains, c'est l'inflation. Voilà. Donc, d'une certaine manière, et je finis, après je passe à mon copain. Donc, longue duration, moi j'aime bien. Les spreads de crédit, c'est très serré. On est à 30 BP des plus tight aux US, au plus tight de 2007. Donc, moi, j'étais là en 2007 sur les marchés, c'était un peu sportif. Donc, j'ai un effet mémoire qui me dit que c'est pas forcément le meilleur call aujourd'hui. Donc, comme tu l'as dit, j'aime bien les financières, mais ça, c'est structurel. Donc, moi, je suis long de financières. Par exemple, ce matin, on en parlait d'ailleurs juste avant le débat, tu as une Crédit Agricole additionnelle Tier 1 10 ans qui sort, qui va probablement sortir à 6 de yield en euros. Ça, c'est super, il faut acheter. Ah oui. Voilà. Surtout quand on voit les bilans des banques. Exactement. Les ratios de solde. Voilà, et exactement. le risque, il est inexistant. Exactement. Moi, regardez la performance equity des banques européennes aujourd'hui. Société Générale, j'ai l'impression que c'est une boîte de tech. Ça fait 40% depuis le début de l'année. Je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas gérant action, mais je ne comprends pas. Donc, d'une certaine manière, on est protégé par la performance des equity sur la partie bancaire. Et en particulier, tu l'as dit, avec les bilans qui s'améliorent. Aujourd'hui, il n'y a plus de banques périphériques. Moi, j'ai connu la crise périphérique, et en particulier sur la partie bancaire. Il n'y a plus de banques périphériques. Les banques grecques sont tout à fait fréquentables. Voilà. Et la seule banque périphérique dans mon esprit, c'était Société Générale. Et comme ça fait plus 40% en equity depuis le début de l'année, c'est une banque fréquentable. C'est bien. D'accord. Je te passe ça. Hop. Xavier. Bon, c'est bien, le point macro vient d'être fait et je suis assez aligné avec ce qui vient d'être dit, donc je ne vais pas revenir là-dessus.
Pour rappel, enfin je dirais un fonds obligataire, on parlait des moteurs, c'est le portage, la pente, ce qu'on appelle l'effet Roldan, et effectivement l'effet duration. En 22, pas de portage, pas de pente. En 23, du portage, ça commence. Et en 24, on a commencé à avoir le portage. Et à la fin de l'année, on a eu la pontification. Donc 2025, on a à la fois le portage, qui est le moteur diesel d'un portefeuille. Vous avez un portefeuille qui tourne en gros à 4,50, ça dépend de sa signature, enfin de son degré. Donc ça, c'est donné. Toutes choses égales par ailleurs, vous ferez au moins 4,50. La pente, le fait que les taux vont baisser mécaniquement, puisqu'un 10 ans va passer à 9 ans et qu'il y a de la pente, vous allez encore gagner 0,50, vous avez 5 de performance, ça c'est à peu près gagné. Le reste, ça va être la duration, c'est le mark-to-market, ça va être l'évolution des taux. On est tout à fait aligné, il faut être quand même long duration, sur l'Europe en particulier. On a la possibilité dans notre fonds de faire du souverain comme du simple B, on a la possibilité de faire de la dette super senior comme de la dette subordonnée, sans aller sur les 21, parce que nous on n'y va pas, mais bon, c'est un choix, c'est tier 1. Et surtout, on essaye de garder une volatilité autour de 3 dans le fond. Donc, il faut gérer effectivement toute la volatilité qu'il y a dans le marché aujourd'hui. Cette volatilité au jour le jour, elle est compliquée à gérer. Dans le marché, il faut pas, je veux dire, il y a de toute façon 2 à 3 mouvements dans l'année, de hausse ou de baisse, mais il y a 2-3 grandes tendances qui vont se dessiner. C'est celle-là qu'il ne faut pas rater. Le reste, c'est du bruit. C'est encore plus de bruit aujourd'hui avec tous les algorithmes. Donc, c'est vrai qu'on est passé sur une stratégie en utilisant beaucoup les options pour gérer de la duration, mais on reste long duration. Pour parler du crédit, vous avez 2 façons de faire du high yield. Vous pouvez acheter des sociétés high yield, parce qu'elles sont fortement endettées, c'est leur modèle économique, c'est comme ça, vous faites du Loxal, vous faites, voilà, elles sont, de par leur souhait d'évolution, fortement endettées, et donc elles sont notées de B ou simple B. Vous avez une autre façon de faire du high yield, c'est de jouer dans la structure du bilan d'une société, c'est-à-dire aller sur des dettes notées en investment grade, mais dont la dette subordonnée est de B. C'est le cas des corporate hybrides ou de la dette subordonnée bancaire. Et vous ne prenez pas le même risque. Dans un cas, effectivement, sur du high yield pur d'un émetteur, vous avez le risque de défaut et les spreads sont serrés, on l'a dit. Et dans le cas où vous jouez juste sur la subordination, comme vous avez un émetteur au départ qui est investment grade, le risque de défaut il est limité. En revanche, vous avez un petit risque d'exécution sur l'obligation elle-même. Mais vous prenez beaucoup moins de risques. Et sur les dettes subordonnées, c'est vrai qu'il y a encore de la valeur. Même si on a connu, c'est vrai qu'on est sur le bas en termes de spread, mais on est dans un environnement de baisse des taux en Europe. On l'a dit dans notre portefeuille, on est sur la zone OCDE, donc on peut aller faire des États-Unis aussi. On a commencé à monter un petit peu à 4,60 en duration sur les États-Unis. La messe n'est pas encore dite, mais même s'ils ne baissent pas les taux cette année, et nous on pense qu'ils vont quand même les baisser d'ici la fin de l'année, l'horizon est plutôt à des taux plus bas aux États-Unis comme en Europe sur les marchés. Donc il faut être long duration. Merci. Ça va être dur d'ajouter beaucoup d'arguments parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors effectivement, la valorisation du crédit, elle est très très serrée. Donc nous, on voit ça comme un moteur de portage, un peu comme ce qui a été dit avant. Et nous, vraiment, le moteur qu'on voit cette année, c'est la duration. La duration qu'on va jouer sur différentes thématiques. Alors nous, ce qu'on aime bien, c'est on va regarder en fait qu'est-ce qui est pricé en nombre de baisses dans les courbes de taux. Et ce qu'on voit, c'est qu'en gros, en Europe, il y a un peu plus de 3 baisses de pricé. Aux États-Unis, avec le mouvement qu'on a eu hier suite à l'inflation, on est à une baisse qui est courant novembre. Et ce qu'on aime bien, nous, qu'on regardait, c'est la Banque centrale d'Angleterre. Donc nous, on va jouer plutôt la duration là-dessus, de manière en spread. Alors ça va être un peu technique, c'est qu'on est plutôt avoir un bien un peu short duration zone euro et long duration britannique. Parce qu'en fait, si vous regardez votre point de départ, c'est ça qui est important, c'est que votre Banque d'Angleterre, son point de départ, il a 4,5 de taux, c'est le même que la Fed. Néanmoins, on s'attend à ce qu'il y ait moins de croissance en Angleterre qu'aux États-Unis. Du coup, la Banque centrale devrait quand même agir un peu plus sur ces taux, avec toutefois quand même un risque d'inflation assez élevé en Angleterre, mais qui est aussi moindre qu'aux États-Unis. Donc c'est le genre d'histoire que nous on va jouer. Et on le joue en spread en fait, parce qu'en fait on considère que s'il y a un stress sur la zone euro, donc on est plutôt short Italie et dans une moindre mesure short France, et c'est terrible à dire mais c'est le cas. On se dit s'il y a un stress dans la zone euro, ces pays-là devraient souffrir et il devrait y avoir un côté un peu vertueux côté UK. Donc c'est comme ça que nous on joue la duration. On est à 3 années et demie de duration sur le portefeuille. On peut osciller entre moins 2 années et plus 7, donc on peut être en duration négative. C'est quelque chose qu'on a fait en 2022 pour protéger notre portefeuille.
Cette année, on est monté à plus 5 années mi-janvier en duration. On a acheté du 5 ans américain quand on a touché les 4,60. Là, maintenant, on est redescendu à 3 ans et demi. On a pris profit sur ce type de trade. Donc, pour nous, vraiment, la duration, c'est quelque chose de très, très important qu'on va jouer de manière tactique et stratégique aussi avec des visions sur les banques centrales. Et effectivement, les taux vont baisser. Mais en fait, ce qui est important, c'est de regarder ce qu'il y a déjà dans le marché. C'est évident que les taux vont baisser. Mais est-ce qu'on pense que les banques centrales vont baisser plus les taux que ce qu'il y a dans les prix? C'est ça, en fait, la clé. C'est ça la clé qui est importante sur la duration en fait, et sur la courbe. Et du coup, c'est vraiment ce qu'on questionne. Nous, sur le plus long terme, on est un peu réticents sur la zone euro pour être un peu, je vais être un peu en contradiction avec mes camarades, parce qu'en fait, il y a tout un besoin. Si vous regardez les dettes gouvernementales par rapport à une dette d'entreprise, les entreprises, ils communiquent bien, et elles sont performantes, et elles gèrent très bien leurs coûts. Les États, malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas. Donc en termes de perspective plus long terme, c'est quand même très compliqué d'être très très positif sur la dette gouvernementale. Dans notre produit, on peut faire jusqu'à 100% de dette d'État, on est monté jusqu'à 30% d'un point de vue historique, et on peut faire jusqu'à 100% crédit. On a assez peu d'État, donc on va le faire via dérivés. Donc on a du portage via la dette subordonnée, comme on l'a dit, c'est quand même une zone où il y a du carry, même si historiquement on en a assez moins, on en a assez peu par rapport à ce qu'on a connu, parce que pour des raisons de valorisation, le high yield, c'est pareil. Donc, ce que j'ai compris chez AXA, ils en avaient 27%. Nous, on en a 25%. Donc, on rejoint un peu leur vue que le high yield, il est cher. Il est cher aussi parce qu'il y a des facteurs techniques qui font que le marché du high yield est très acheté et il a diminué en taille depuis la remontée des taux 2022. Donc, il y a plein de facteurs techniques positifs sur le high yield. Néanmoins, on est toujours dans une logique de rendement-risque. Où est-ce que je mets mon argent? Et est-ce que cet argent est correctement valorisé? Donc nous, du portage, mais surtout vraiment de la duration. Et pas hésiter à couvrir quand il y a des risques. Donc on utilise beaucoup les CDS pour couvrir le risque de crédit, parce qu'en fait, quand vous achetez une dette, vous avez deux risques. Un risque de taux, un risque de spread. Et donc on gère de manière très dynamique ces deux risques-là. Typiquement, pour vous donner une idée, on a plutôt tendance à acheter de la protection, parce qu'on considère qu'en fait, on a déjà de la dette en portefeuille, et du coup, on va vouloir protéger la stratégie. Là, ce qu'on a fait en début d'année, c'est qu'on s'est leveragé, c'est-à-dire qu'on a vendu de la protection mi-janvier, parce qu'on trouvait que le crossover avait touché des niveaux un peu techniques. Il y avait trop de stress dans le marché, donc on n'a pas hésité à se releverger sur une semaine. En fait, c'est le genre de trade qu'on peut faire. Voilà. Merci Jean-Marc. Paul, tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est très bien. Pas grand-chose. Non, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, bon, simplement ce que je vous disais sur les banques, je pense que c'est un sujet intéressant. Sur le high yield, quand vous regardez le high yield US, vous avez peu de taux de défaut aujourd'hui, mais généralement, quand le marché valorise des classes d'actifs, il a tendance à prendre le jour aujourd'hui et le projeter dans les 10 prochaines années. Donc faites attention, parce que vu le niveau des spreads, aucune dégradation des conditions macroéconomiques aux États-Unis n'est valorisée aujourd'hui dans cette classe d'actifs. Quand on regarde les spreads bancaires, pourquoi on aime bien tous la banque, c'est qu'il y a 5 ans, vous regardiez les niveaux de non-performing loan dans les bilans bancaires, vous regardiez le niveau de solvabilité, vous regardiez le niveau de rating des banques, c'était quand même assez sportif, en particulier sur les pays d'Europe du Sud. Aujourd'hui, honnêtement, il n'y aura plus de banques high yield en Europe, ce qui est un énorme progrès. Vous avez regardé ce qui se passe en termes de M&A. Vous avez Unicredit qui ose essayer d'acheter une banque allemande, qui ose un Italien qui essaye d'acheter une banque allemande. Incroyable, on n'a jamais vu ça. Donc c'est compliqué, mais probablement qu'ils vont le faire. Donc ça, c'est un segment... BPCE, maintenant, un assureur italien. Exactement. Et c'est pareil, on ne sait pas si ça va voir. C'est pas fait, un peu de... Bon. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est parce que quand on analyse les marchés, on regarde souvent l'historique de spread. La banque, aujourd'hui, le secteur bancaire européen n'est pas comparable à ce qu'il était il y a 5 ans, il y a 10 ans. Je veux dire, les niveaux, et même ce qu'il y avait avant la crise financière, parce que ces segments-là étaient très leveragés. Donc aujourd'hui, c'est une vraie success story de la part du secteur bancaire européen, et je pense que ça va continuer. Voilà. Et il n'y a pas un risque par rapport à l'engagement des banques sur l'immobilier justement de bureau ou commercial Alors en France, on a réussi à refourguer le risque au retail.
Je suis bien placé pour en parler, je viens de la française. Merci. Voilà. J'aurais pas dû dire ça. Désolé Romain. Non, alors ce qui se passe dans les bilans bancaires, c'est que pourquoi les bilans bancaires ne vont pas se dégrader alors que la macro est pas dingue en ce moment? Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont réussi à externaliser une partie de leur risque au travers d'opérations dérivées avec des contreparties, des hedge funds, tout ce qui est le shadow banking qui existe, qui s'est développé depuis des années. C'est pas très rassurant le shadow banking quand je l'exprime comme ça, mais moi ce qui m'intéresse c'est le bilan bancaire, et le bilan bancaire ils ont des moyens, en gros, des moyens qu'on ne voit pas d'externaliser une partie du risque qui pourrait leur faire mal en termes de bilan. Donc d'une certaine manière, j'ai envie de dire que ce risque est transféré à un autre acteur, et ça c'est plutôt positif pour les investissements sur les banques. Pourquoi? Parce que regardez simplement la corrélation entre la macro et le bilan bancaire. Aujourd'hui, c'est un peu décorrélé. Pour ces raisons-là. Tous les actifs qui pouvaient être un peu difficiles en termes de risque, de perte, ont été transférés via des opérations spécifiques. Mais globalement, simplement pour vous dire à la fin, je vais arrêter de parler, que le bilan bancaire va être protégé si on n'est pas dans un scénario dramatique de croissance en Europe, ce qu'on ne croit pas aujourd'hui. Merci Paul pour ces précisions. Gonzague, peut-être prendre le relais. Alors moi, je voudrais savoir quand même par rapport à vos performances, si on doit sortir de nos fonds datés pour aller vers vos fonds, j'aurais bien aimé pouvoir appréhender quelle est la part de votre performance liée à l'utilisation des marchés dérivés, que ce soit en matière de couverture, que ce soit en matière de... Est-ce que vous utilisez même les effets de levier sur les marchés dérivés? Ça, c'est également un élément important parce que finalement, sur un fonds daté, je me dis, je rentre sur un fonds où on m'annonce 4,5, 5,5. C'est vrai qu'il y a un an, on m'annonçait 5,5, 6,5, c'était mieux. Alors, on a encore ces niveaux, je crois, sur la dette subordonnée financière, mais dans très peu de secteurs. Et je voudrais savoir quelles sont les proportions dans votre performance annuelle que vous considérez pouvoir tirer des marchés dérivés qui sont finalement un réel plus pour vous par rapport à un fonds de portage. Alors, c'est vrai que c'est quand même deux produits, deux animaux très différents entre les fonds datés et des fonds flexibles où on n'a pas de visibilité sur la performance qu'on est amené à délivrer. Après, on peut toujours essayer de se projeter. On a parlé de nos vues un peu de portage et une manière de décomposer effectivement le rendement avec le portage, le roll-down, la duration. Le dernier élément sur les produits dérivés, c'est assez intéressant parce que c'est notamment pour un fonds flexible qui est capable en fait d'être assez tactique et dynamique sur son allocation. Ça aussi, c'est un moteur de performance. On utilise dans nos fonds deux types de produits dérivés. L'un sur les taux, donc des futurs, généralement sur la courbe de taux allemande, et l'autre sur le crédit des CDS. Et ce sont ces deux instruments que l'on utilise de manière assez tactique, mais fréquemment, qui vont être source de performance. Alors on a un fonds dont la duration peut aller de -2 à +6 années de duration, et donc ce positionnement assez large, ça reprend des sources de performance. On a eu des années où on était proche de -2. Actuellement, on est très long duration. Et pour illustrer vraiment un exemple, par exemple, de trade qu'on a mis en place dans le portefeuille et qui a bien fonctionné, l'année dernière, avec les élections en France, on a eu effectivement un écartement de l'OAT Bund, donc sur le spread. Et donc une manière d'exprimer la duration dans le portefeuille, ça a été d'exprimer de la duration à travers de l'OAT, jusqu'à ce que ce spread se compresse. Donc ça, c'est un exemple de trade que l'on a mis en place dans le portefeuille qui a été contributeur de performance. D'autres exemples, ce serait effectivement sur le crédit, c'est effectivement la mise en place de trades sur les CDS. On utilise deux types de trades. On prend la Trax Main Crossover, donc plutôt sur des paniers d'indices, investment grade ou crossover un peu pour représenter le marché à yield. Et là, on peut prendre des paris un peu plus directionnels, mais tactique par rapport justement à la volatilité qu'on observe sur les marchés. Et ça, donc c'est des exemples sur le marché des taux et du crédit. Ça, c'est source de performance dans le portefeuille et ce n'est pas quelque chose qu'on est capable effectivement de retrouver dans un fonds daté.
Et ça contribue à hauteur de quel pourcentage, grosso modo, au niveau de votre performance ou de ce que vous attendez à faire dans l'année qui vient, par exemple? Je dirais que ces dernières années, en fait, notamment 2024, 2023, la volatilité en fait, qu'on a observée sur les marchés a été significative et pour nous a fortement contribué à générer de la performance. L'année dernière, le fonds a généré un peu moins de 10%, 9,8% de performance. 2023, 12,8%. Si on génère une performance aussi bonne pour un fonds qui reste investment grade, c'est parce qu'on a effectivement utilisé des produits dérivés. Donc, je dirais en moyenne plutôt 30%. Après, ça dépend ça dépend effectivement des. Il nous faut de la volatilité pour pouvoir exprimer ces trades à travers les produits dérivés. Autrement, c'est pas la philosophie du produit de prendre des paris juste purement directionnels avec les produits dérivés. C'est plutôt les opportunités un peu tactiques et dynamiques qui s'expriment sur les marchés dérivés. Bon, merci Gonzague. Paul? Oui, sur les produits dérivés. Non, mais en fait, je vais passer la parole à mon camarade parce que je pense qu'il a plein de choses à dire. Et puis moi, j'ai déjà parlé. Merci. Alors sur les produits dérivés, vous savez, alors nous, notre fonds, il n'est pas leveragé. C'est-à-dire qu'on peut aller de 0 à 8 de duration. On ne veut pas être négatif en duration parce qu'on veut garder l'esprit d'un fonds pur obligataire pour qu'en termes d'allocation, il soit bien ciblé. C'est un choix. C'est pour ça que c'est un fonds qui est pur obligataire, qui reste triple B moins au maximum, qui ne peut pas descendre en dessous, qui est limité en high yield. Donc les dérivés, on les utilise surtout pour gérer la duration. La duration, effectivement, on l'a dit, est un composant important dans la performance. Les fonds datés, en général, ils ont fait entre 7, 8, enfin ça dépend ce que vous avez pris comme risque de performance ces 2 dernières années. Ils ont été bien montés à une bonne époque. Si vous l'auriez monté en 2022, ça aurait fait très très mal. Donc c'est bien vu. Pour autant, ça reste des fonds qui sont investis en high yield. Pour certains, il y a des triple B, mais sinon pour dégager du 7, il a fallu au moins être en 2B ou en simple B. Et donc ils ont très bien profité du mark-to-market de ces dernières années, parce que comme on l'a dit, ce sont des marchés qui ont très très bien performé au cours des années 23, 24 et encore en 25. Donc de là à délivrer, les fonds flexibles en général ont dégagé, enfin pour nous aussi, entre 7, mais en n'étant pas forcément investi, toujours en yield. Donc on arrive à dégager à peu près ce type de performance. Et à l'avenir, je pense que le fait d'être flexible va nous permettre de continuer à dégager, je vous le disais tout à l'heure, ce type de performance, en tout cas encore pour l'année 2025, puisqu'on a encore du portage, on va bénéficier de la quantification, et à travers les dérivés, on va pouvoir jouer sur la duration. Aujourd'hui, on a une duration qui tourne autour de 4,7, ce qui n'est pas très élevé. On pourrait aller plus haut, mais bon, vous avez vu les marchés pour le moment, on est un peu dans le poteau noir, avec des vents qui sont un peu dans tous les sens, mais on sait que derrière, on va sortir par le haut. Enfin, c'est notre anticipation en tout cas. Et donc, on utilise les dérivés juste pour gérer cette duration entre 0 et 8. Le portefeuille est globalement investi avec une duration de 4,5. Donc, quand on a envie de monter en duration, on va investir sur des contrats futurs ou le protéger surtout à travers des stratégies optionnelles. Il y a trop de volatilité intraday dans la journée, de variation de marché dans la journée pour le faire à travers des contrats. Donc, quelque chose que je n'ai pas fait pendant des dizaines d'années que je fais aujourd'hui, c'est d'utiliser les options. Parce que c'est un outil qui nous permet effectivement de se dire je vais consacrer 5 centimes de performance pour acheter une option en dessous, un peu en dehors, et si le marché décroche d'un coup au moins, ça me permet de gérer la volatilité du portefeuille dont je vous rappelle que nous essayons de la maintenir autour de 3. Donc on gère comme ça la volatilité, on réduit la volatilité du portefeuille à travers les stratégies optionnelles. C'est quelque chose qu'on a beaucoup utilisé en 2022, où on a beaucoup gagné dessus parce qu'on était sur des puts, donc évidemment avec la chute du marché, ça nous a bien profité. Mais sinon, c'est plus, on l'utilise en courbeture, un peu en arbitrage, quand on travaille sur l'inflation, par exemple, quand on fait des points morts d'inflation, on achète l'index inflation et on la couvre par des futurs. Ça, c'est ce qu'on a fait en 2022, parce que là, les taux étaient en train de monter, donc il n'était pas question de prendre un risque de taux. En revanche, il y avait beaucoup de valeur sur les index inflation, un très gros portage à ce moment-là. Donc voilà le type de stratégie pour lesquelles on utilise les dérivés. On ne fait pas de CDS. Une fois de plus, quand on achète un crédit, on estime que c'est un peu remettre la finance au service de l'économie réelle, donc on se refuse de faire du CDS. C'est un choix là aussi. Mais on veut que ça soit visible, on veut que notre portefeuille on puisse le lire pour un investisseur. C'est-à-dire, tiens, on fait tel ou tel pari en ce moment, ils vont sur les États-Unis, ils aiment bien les souverains, ils aiment moins le high yield, ils aiment bien les subordonnés, et que ça soit assez clair
en termes de stratégie, être un peu sentinelle de marché sur le monde obligataire. Mais pour toi, c'est pas une recherche, je m'excuse de te poser cette question, c'est pas une recherche d'améliorer, donc tu t'en sers pas pour améliorer la performance. Si, parce que par exemple, pour prendre le cas on est capable de passer de 5 à 3 de duration quand vous avez des marchés qui rallient énormément, comme en fin 2023, où le mois de décembre a été exceptionnel. Donc là, on était à 5 de duration, on est monté quand les taux 10 ans sont tombés en dessous de 2 sur le Bund, ça a pris un mois. Je veux dire, la rapidité du mouvement, c'est là où je dis, il y a 2-3 mouvements dans l'année, il ne faut pas les rater. Et là, on est retombé, on est redescendu à 3. Ce qu'on fait, c'est qu'on se fixe des bornes par exemple, en ce moment, on est 2,30, 2,70 sur le 10 ans allemand. À 2,70, on est à 5,206, à 2,30, on est à 3,206. Et si on descend en dessous, en revanche, on va commencer à redescendre, on calibre notre duration en fonction de ces bornes de 10 ans. Jean-Marc? Pour compléter, effectivement, alors les fonds échéances, on va dire que la cohabitation se passe plutôt bien. Alors nous, on n'en a pas pour des raisons philosophiques, parce que on trouve que la gestion flexible a plus de sens. Si vous regardez les performances de ces fonds-là, vous prenez le panel Morningstar ou la performance médiane, sur les 3 dernières années, 2022, catastrophe pour le crédit investment grade, vous faites moins 13%. Les fonds échéances, vous faites mieux, vous faites de l'ordre de moins 8%. Et après, 2023, 2024, vous faites bien mieux, vous faites entre 5 et 7% annualisé. Ce qui est bien, mais ce qui est en fait ce qui est en dessous de ce qu'a fait le crédit investment grade sur ces 2 années-là. Parce qu'en fait, vous avez moins de duration, vous avez plus de portage, plus de high yield, etc. Mais vous n'avez pas bénéficié du rebond de taux qui a eu lieu sur 23 et 24. Donc nous, on est content que ces produits-là existent, parce qu'en fait, ça ramène des flux sur la classe d'actifs. Donc d'un point de vue technique, c'est très bien. Il faut savoir qu'il y a plus de 210 milliards en fait, de fonds à échéance qui ont été lancés. Il y en avait 70 milliards il y a 3 ans. Donc c'est vraiment quelque chose qui a très très bien fonctionné. Mais une fois que vous avez fait vos belles années de performance, il ne vous reste plus grand-chose, parce que ça converge vers le pair, etc. Donc nous, on part du principe que si en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'argument de la duration, c'est le moteur principal à venir sur l'année, ce n'est pas un moteur qui est vraiment exploité dans ce type de produit-là. Et donc pour parler maintenant des produits dérivés, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Donc comme l'a souligné Gonzague, les CDS et la duration. Typiquement les CDS en mars 23, vous avez eu l'accident SVB/Crédit Suisse. On a un portefeuille très très agressif avec beaucoup de high yield, beaucoup de dettes subordonnées. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a couvert ce portefeuille via des CDS, et on a aussi monté la duration en se disant s'il y a un stress de marché, les taux vont payer, les spreads vont s'écarter. Et donc ça nous a permis de finir le mois de mars, donc là c'était le fonds de notre ancienne maison, avec une performance de plus d'1%. C'est typiquement le genre de choses là où beaucoup de concurrents malheureusement avaient pris le bouillon, et puis on n'avait pas non plus d'exposition sur Crédit Suisse pour des raisons ESG. Donc c'est typiquement le genre de choses qu'on va faire, toujours à chercher à maximiser la performance, mais on a aussi tous les outils pour éviter les drawdowns. Alors on va se tromper de temps en temps, et si on regarde l'année dernière, nos trades de CDS étaient perdants. Je vais être clair avec vous. À chaque fois qu'on sentait des stress de marché, notamment au Moyen-Orient, on s'est dit on rentre de la protection. Et donc la protection crédit. Et donc quand vous rentrez de la protection crédit, vous avez un coût d'entrée, un coût de sortie et un coût de portage. Et si ce stress ne se matérialise pas ou peu, vous serez perdant sur votre trade. Néanmoins, les fois où on a raison, et c'est ce que j'ai illustré avec mars 23, ça rentabilise totalement la stratégie. Et donc, si on devait donner un peu de chiffres à quelle est la part de cette performance dans la performance globale, on va dire qu'il y a un quart de cette performance qui vient de notre allocation tactique, donc via les produits dérivés, et les 3 quarts qui viennent de notre construction de portefeuille, donc simplement les obligations qu'on met dedans, les secteurs qu'on va jouer. Donc c'est un peu le split qu'on peut voir. Merci Jean-Marc. Je voulais vous poser la question, peut-être, on n'a pas beaucoup de temps, donc une question très simple, c'est en fait les niveaux de vol de la plupart de vos fonds ou de vos fonds, ça c'est la première chose, et vos perspectives de performance pour donner envie à mes collègues d'investir chez vous pour 2025. Et le nom des fonds également, oui. Pour Exercice difficile. Le nom des fonds, ça je peux répondre. La vol de... Eurocredit Total Return chez AXA IM. La volatilité, elle dépend. C'est un fonds qui n'est pas benchmarké, complètement flexible, donc elle dépend vraiment de ce qu'on va mettre dedans. Et c'est des fonds qui, certaines années, on peut avoir généré 3-4% de vol, et d'autres années, un peu plus. Mais en moyenne, effectivement, peut-être qu'on est plus à 6 si on prend sur les 10 dernières années.
Mais ça dépend, voilà, ça c'est, je dirais que ça dépend vraiment de l'année et on va être, faut regarder plutôt le marché des taux et le marché du crédit et on va être proche de ce que ça peut délivrer voilà, par rapport à ces marchés. Là où les fonds benchmarkés, on exprimerait plutôt le risque en tracking error. Là, on regarde purement la volatilité, donc je trouve que c'est difficile effectivement d'estimer vraiment la volatilité du fonds. Oui, vous n'avez pas de borne max en fait. Si, on ne peut pas aller au-delà de 10%, effectivement. On ne peut pas aller au-delà de 10% de vol, mais pour un fonds obligataire, c'est quand même significatif. Mais je dirais qu'il faut plutôt faut regarder ces deux marchés, taux et crédit, et c'est ça qui donnera un bon indicateur. Et sur la performance, pareil, un peu exercice difficile parce qu'on cherche ce fonds-là, en l'occurrence Eurocredit Total Return, cherche à maximiser vraiment la performance absolue. Et le meilleur indicateur, évidemment, c'est peut-être l'exercice avait déjà été fait un peu, c'est de regarder en fait les rendements observés sur la classe d'actifs, environ peut-être 4%, donc on prend le yield. Peut-être après, il y a l'effet roll-down, l'effet duration, et également ensuite l'effet des produits dérivés, de la gestion tactique et dynamique. Mais ça peut donner quoi tout ça, voilà. Et donc tout ça pour essayer de donner un chiffre sans donner le chiffre. On va. Attention si tu veux être réinvité l'an prochain, hein, Gonzague. Je pense que l'ambition sera de faire quelque chose qui est légèrement, sans doute entre 5% et ce que l'année dernière a délivré. Donc l'année dernière a délivré 9,8 et on va délivrer. La fourchette est très large, donc entre 5 et 10. Mais c'est un exercice relativement difficile pour un fonds Total Return. Après, on a tous les outils pour y arriver en tout cas. Merci Gonzague. Super. Alors j'espère qu'il n'y a pas de compliance officer, de contrôle interne ici, parce que bon, te donner un chiffre normalement, si je parle prospectus, il faut que je te donne 3 chiffres, 3 scénarios ou 4. Non mais Paul, tu as plusieurs fonds chez vous. Oui. Alors il y en a que tu peux gérer aujourd'hui je peux. plus que d'autres. Non, mais en gros, il y a un fonds qu'on aime bien, il s'appelle Crédit Innovation. Pourquoi je l'aime bien? Parce que c'est un petit bébé qui est né d'un pari que j'ai perdu. C'est mon patron du high yield avec qui je travaille depuis longtemps, qui s'appelle Akram. Et il y a quelques années, on a eu une discussion autour de la boîte Tesla. Tesla était dans une situation très difficile d'un point de vue crédit. Et Vlatipa qui m'en achète sur un fonds. Donc je lui dis, Akram, là t'abuses. Tesla, c'est quand même pas terrible. Tu regardes des cash flows, tu regardes le rating, c'est catastrophique. Cette boîte, ça va faire défaut dans 6 mois. Il me dit, voilà, non, t'as pas compris, Paul. Regarde l'equity. L'equity, c'est déjà plus valorisé chrono. Donc tu n'imagines pas ce que Tesla va révolutionner le monde de l'automobile. Et donc je lui ai dit, ok, écoute, je te fais confiance, mais franchement, laisse tomber, si ça part à la casse, tu t'en parleras au client. Et donc il me dit, dans 6 mois, je te parie que cette boîte se transforme et je te parie une bière. Et donc j'ai perdu, j'ai payé la bière à Akram et on a lancé ce fonds-là, qui est un fonds multithématique crédit, qui se veut un peu différenciant, qui a un peu un fonds qu'on a jalousé, notamment tout ce qui s'est développé sur la partie equity, qui a un fonds thématique autour de l'innovation et des grandes tendances qui sont en train de frapper notre monde, on va dire, notre monde comme tout ce qui est urbanisation et autres. Et donc c'est un fonds c'est ça qui est sympa, ça fait du high yield et ça a 3 fois moins de défauts que le gisement high yield. Parce que sur le gisement high yield, c'est quand même des vieilles boîtes, des vieux secteurs, c'est de l'auto, mais pas de l'auto, la vieille auto, ou de la chimie, et c'est des secteurs qui sont plus en difficulté, notamment dans les retournements de cycle. Comme on voit quand même, d'un point de vue macro en Europe, un peu de difficulté en ce moment, je pense que c'est bien d'être sur des segments d'avenir et des boîtes qui ont plutôt des tendances de profil crédit qui vont s'améliorer. Voilà. Et là, tu vas me demander la perf, c'est ça? Oui. Ah, ok. C'était une longue intro. Ouais, c'était une longue intro, je suis désolé, je suis bavard. Écoute, la perf, je te dis, c'est un truc qui fait 4,5 de rendement. Je pense que les taux peuvent baisser de 1 point globalement. C'est un truc qui a 4 de duration. Donc, voilà. Avec les frais, je te mets les frais et voilà. Tu as trouvé le chiffre tout seul. Voilà. Tu as trouvé le chiffre? Exactement. 7%. Exactement.
C'est tout Bon. bien qu'on te souhaite. Merci. Donc, je n'irai pas investir sur Tesla aujourd'hui, en obligation. Donc, en termes de. Sur le fonds, donc Bond Investment Opportunity, je rappelle le nom, si vous le cherchez sur Bloomberg ou autre. Alors, si vous le cherchez sur Bloomberg, il n'y aura qu'un an de track. Ça a été monté sous format SPS en 2022. Il a switché en UCIT en novembre 23. Donc, on a un historique qui est un peu cassé. Mais bon, sachez qu'on a fait moins 4 en 22, plus 7 en 23, 24. Et donc cette année, et donc en termes de volatilité, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on a une target à peu près à 3 de vol et un objectif de performance à Esther plus 250. En termes de vol, pour l'instant, on a toujours respecté le 3. Si vous voulez voir vraiment si on le respecte, on a un autre fonds dédié que je gère depuis 2009 qui s'appelle Abeille Alphato, qui fait donc dans les 200 millions que je gère toujours actuellement. Il fait toujours ses 3 de vol depuis 2009. Donc ça vous permet de voir à peu près comment est-ce qu'on arrive à calibrer et à gérer la volatilité du fonds. En termes de performance cette année, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a près 4,5 de rendement embarqué, donc ça s'est donné. 50 centimes de baisse de la quantification fait qu'on va reprendre encore 10 BP avec à peu près 5,206, on va reprendre 0,50. Donc 4,50 plus 50, ça fait déjà 5%. Et on pense qu'on peut faire encore 1,5 à 2 sur la duration. Donc on va tourner autour de 6,5 ou 7. Net de frais de gestion. Net de frais de gestion. Ouais, ils ne sont pas très élevés sur ce point. Merci Xavier, c'est intéressant. Encore une solution qui est pas mal. Jean-Marc. Alors nous, je vais donner un chiffre. Alors disclaimer, les performances passées ne présagent rien des performances futures, c'est dit. Tu es enregistré. Hein. Je suis enregistré. Non, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que sur les 5 dernières années, on a délivré 5% au-delà du crédit investment grade en performance, en moyenne. En 2022, on a fait bien plus. Il y a 2 années, on a fait bien moins. Et c'est un peu pour vous donner un peu ce qu'on fait. Et du coup, si on regarde le taux actuariel du crédit investment grade, il est à 3,15 ou 3,17 peut-être depuis hier. Donc si on considère qu'il ne va pas se passer grand-chose sur les taux, qu'on a juste du carré sur cette année, si on fait 3,15 plus 5, on arrive à 8%, on va dire. Donc 8% net de frais. L'année dernière, on a fait un peu plus de 9, donc c'est quelque chose qu'on est capable de faire. Ça va être plus compliqué, honnêtement. L'année dernière, on m'a posé la question, vous allez faire combien cette année? Je crois que on avait répondu 5,5. Au final, on a fait bien plus, donc c'est toujours dur de se projeter. C'est un exercice qui n'est pas simple, surtout que on va dire, en termes de thématiques sectorielles, c'est quand même beaucoup plus compliqué cette année. Les secteurs qui ont très bien performé, type immobilier, les bancaires, on est aussi tous positifs dessus. Il y a beaucoup moins de gras sur le secteur de l'immobilier, on n'est pas loin des niveaux les plus resserrés. Donc effectivement, et c'est vraiment sur la partie tactique duration qu'on va devoir bien travailler. Et on espère du coup atteindre cet objectif de performance. Ah pardon, DNCA, crédit de conviction. Voilà, et on a aussi lancé un fonds, j'en profite, on a lancé un fonds financier aussi en fin d'année dernière, donc qui est plus un peu boosté, c'est la version un peu sous stéroïde, on va dire, de ce qu'on fait dans crédit de conviction, donc plus focus financière avec beaucoup d'additionnel tier 1, etc. C'est quelque chose qu'on fait aussi dans notre fonds crédit de conviction, mais là, ça faisait des années en fait avec Ismaël, on travaille depuis très longtemps ensemble dans différentes maisons, et on voulait lancer un fonds financier, on ne pouvait pas dans la précédente, et chez DNCNA, ils nous ont donné le go, donc on est très content de lancer ce genre de produit aussi. Et étant ancien de la française et d'avoir travaillé avec Paul, ça m'a beaucoup inspiré de lancer ce genre de produit aussi, parce que c'est une des références quand même, donc je salue César. Le nom du fonds DNCA Financial Credit, il n'y a rien de... Oui. Écoutez, je pense qu'on a évoqué un peu tout, fait le tour.